Financement hypothécaire pour les travailleurs autonomes, minimum. Il y a effectivement il y a des contraintes si vous êtes travailleur autonome. Si vous êtes courtier immobilier, là, vous êtes financé, vous l'avez été déjà vécu, cette frustration-là. C'est pas toujours facile. Dans certains cas, le prêteur exige que finalement vous ayez minimum 2 ans de preuve de revenus. Là. Si vous commencez comme courtier immobilier, vous voulez aller chercher du financement, ça peut être difficile. J'ai un cas, là. Tout à l'heure, j'ai reçu un coup de téléphone d'un de mes courtiers. Et on est prêt à rentrer chez le notaire. La vendeuse a vidé la maison est vide, tout ça. Puis là, l'acheteur vient de l'appeler. Puis il dit, je viens de perdre ma job. Puis il dit, j'ai dit ça au banquier. Puis le banquier, il dit, regarde, t'as perdu ta job, puis je te plains plus. Hein? OK. Là, il est obligé d'acheter. Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on dit à la vendeuse, là, d'après vous? Qu'est-ce que ça a comme incidence? Hein? Voyez-vous, là, quand tu dis à ta mère de 85 ans, ou cette vendeuse-là, là, il n'y a pas de problème dans tes 2 oreilles, on va se rendre chez le notaire. Puis là, ça vient de... OK? Je peux faire. Ma maison en vente. Ouais. Pas grand-chose. Comment est-ce qu'on aurait pu éviter cette situation-là? Chez le notaire rapidement. Hein? Chez le notaire rapidement. Ça, hein? C'est ça. Là, c'est des situations hors de votre contrôle. Il vient d'être congédié par son employeur, apparemment, c'est ce qu'on me dit, là. Puis là, il est plus capable. Fait que là présentement, évidemment, il n'y a pas de solution facile. T'as vu-tu encore la maison? Première question, t'as vu-tu vraiment, là? Oui, je la veux vraiment. Parfait. Bon, t'es sérieux, là? Quelle sorte d'emploi que t'as, là? C'est un genre d'emploi là, que tout le monde cherche, infirmier dans un hôpital, là, ça prend 3 minutes, puis t'as 14 offres d'emploi sur la table, ou c'est le genre d'emploi que personne veut, puis ça a l'air que c'est un poseur de céramique. D'après moi, un poseur de céramique, il y a de la job. Il y a de la job, tu sais. S'il est sincère et honnête, là, t'as vu-tu encore la maison? Oui. Ah ouais, roule-toi et mange, je vais te trouver le job, là. On va parler à la vendeuse, on va attendre là, un petit peu, là, puis tu devrais être capable de te recaser à ce niveau-là. Qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'avait pas dit avant qu'il a perdu sa job? Il passait, il était correct. Ouais. Il était correct. Oui. Donc, c'est lui qui a annulé la transaction? Bien, dans les faits, juridiquement parlant, il est passible de... Nous autres, en vertu de la clause 11 dans la promesse d'achat, la clause 11 dans la promesse d'achat, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est la dernière clause en bas qui dit que le vendeur et l'acheteur sont responsables s'ils empêchent la conclusion de la transaction, s'ils rendent la transaction par des gestes ou quoi que ce soit. Et ça, c'est le crochet, parce que je n'ai pas de lien de droit, moi, avec l'acheteur. L'acheteur, à moi, j'ai un contrat de courtage d'achat, ce que je n'ai pas dans la plupart des transactions. Mais là, il se lève un matin et il dit, je suis plus capable d'acheter, donc c'est ça. Parfait, tu n'es plus capable d'acheter, mais condition de financement était réalisée, là. Elle était réalisée. Il y a eu une émission de lettre d'engagement bancaire sans condition il y a un certain temps. Entre-temps, il perd sa job. Là, il ne peut pas dire je ne suis pas obligé d'acheter parce que je n'ai pas obtenu mon financement. Tu l'as obtenu ton financement. OK? Et tu n'as pas fait ça conditionnel à ce que tu gardes ta job jusqu'à. Non, c'est ça. Donc, il est obligé d'acheter. Il est obligé d'acheter, sauf que pratico-pratique, oui, moi, je peux y envoyer ma facture. Là, on essaye de demander d'aller chercher un financement à du 12 % avec un notaire, un prêt privé ou quoi que ce soit, pour qu'il puisse se rendre chez, puis qu'on puisse conclure la transaction, nonobstant ce fait-là, puis regarde, tu vas te trouver un autre job, puis ta situation est là. Puis là, mon courtier dit, ben écoute, moi, mon dirigeant d'agence, François Léger, là, c'est un requin. Il est sans merci, là. Il va partir après toi, je te le dis. Il y a un avocat à temps plein qui fait rien que ça, là. Fait que là, je te le dis, là. La clause 11, lis-la, là, il ne te lâchera pas. Lui, il n'a pas de sympathie que tu n'as pas dit ta job, il veut sa commission. Fait qu'en partant, là, tu vas avoir une facture de commission. OK? Si tu ne respectes pas. Puis l'autre chose, c'est que la vendeuse, elle va soit prendre une action en passation de titre, te forcer, mais ça, c'est peu probable, ou elle va prendre une action en dommage-intérêt. Autrement dit, elle va mettre la maison en vente, elle va la revendre du mieux qu'elle peut, mais si elle paye 10 000 ou 15 000, elle va t'envoyer la facture pour la différence, puis si tu ne payes pas, elle va aller aux petites créances, si c'est en bas de 5 000, si c'est en haut de 5 000, elle va prendre un avocat, puis elle va te poursuivre. Fait que, je pense que c'est mieux de l'acheter à la maison. Achète-la, débrouille-toi, là, trouve-toi une solution, là, puis débrouille-toi, puis achète-la, là, tu vas te retrouver un job, un poseur de céramique, là, ça coule les rues, là. Il y en a besoin de ça, tu sais. Bon, c'est un peu ça la situation. Mais il est allé le dire, tu sais. Il va le dire après, là, mais il ne dit pas avant. Là, pas chez le notaire, arrête la maison, là, c'est ça. Tu sais. C'est trop honnête, ils ne sont pas premiers. Il est trop honnête? En
le fond. Le gars, Ou bien il voulait s'en sortir, puis Aujourd'hui, j'ai dit, il y avait-tu encore? Parce qu'il avait pu essayer de forcer quelqu'un à acheter une maison, on va le menacer et tout ça. Mais tu sais, pratico-pratique, moi, avant que je peux le menacer, puis essayer. L'objectif, c'est d'y faire assez peur pour qu'il contracte un prêt privé à du 10 du 11 puis qu'il achète la maison, puis qu'on règle ça. C'est ça. Puis pendant qu'elle a du dîner, j'ai eu un autre appel. C'est un de mes courtiers qui a une grosse maison à vendre, qui n'est pas facile à vendre. Il y a quelqu'un qui la visite, il vient de Québec, il faut qu'il vende sa propriété à Québec, il veut acheter celle-là, mais il veut l'acheter tout de suite. Il veut faire un bail maintenant, puis passer chez le notaire dans 12 mois d'ici, mais c'est ferme. Il va passer dans 12 mois d'ici, c'est solide. Ouais, parfait. Comment est-ce qu'on fait pour blinder cette transaction-là? Là, tu le laisses rentrer. Là, il loue la régie du logement, avec tout ce que ça peut représenter. Vous le savez, hein? Un bail avec la régie du logement, c'est pire qu'un mariage. Je te le dis, là, ça, là, c'est l'enfer. L'enfer, l'enfer, l'enfer. Si tu as quelqu'un là, qui est moindrement malicieux, là, il va te payer à la traite, c'est pas possible. Hein? Fait que ça, dans le fond, là, je dis, regarde, si on est pour le laisser rentrer, là, il faut qu'il y ait une conséquence. Là, on s'en va à la clause pénalité qu'on a vue tout à l'heure. Hein? Il y a tout 50 000? Ben non, il y a 10 000 sur 230 000. Ben 10 000, voyons, on n'ira pas loin que 10 000 il ne paye même pas ses loyers. Hein? C'est ça. Il va faire des grimaces, il ne paye pas les loyers. Là, tu vas essayer de sortir, tu vas à la régie, puis il connaît ça, ça fait... Là, j'ai dit, regarde, première chose que tu vas faire, là, m'en dit de signer une autorisation qu'on a vérifié qui il est. Puis là, on va le passer à un autre démarcheur hypothécaire, comme si c'était pour emprunter, mais c'est pas pour emprunter, c'est pour le louer. Puis là, on va voir s'il y a une longue historique de chèque NSF, si tout le monde sur la planète court après lui, s'il y a des jugements contre lui, si c'est un insolvable, ou si c'est quelqu'un qui a une historique qui est stable, puis un beau crédit. On va voir un peu son image. Avant de faire quoi que ce soit, c'est ça. Puis finalement, je dis, regarde, honnêtement, là, je dis, il a vu à la maison, là, on va baisser le prix s'il faut, là, mais quand tu vas rentrer ici, tu vas être propriétaire, tu ne seras pas locataire. Autrement dit, va chercher, trouve-toi un spécialiste en financement hypothécaire qui va sortir tout le jus de ta maison de Québec. On va mettre tout le jus ici, on va tout mettre ça ensemble, là, puis on va essayer de financer ça pour que tu l'achètes. Pendant un bout de temps, tu supporteras deux maisons, mais ma vendeuse, elle, si elle sort d'ici et elle te donne les clés, c'est pas comme locataire qu'elle va te les donner, c'est comme propriétaire. Vous voyez comment est-ce que, on regarde, on fait le tour de la question. Moi, des locations avec option d'achat, là, je vous dis, j'ai peur de ça. Moi, ça m'annonce que c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui veut rentrer, puis c'est un adepte ou quoi que ce soit. Donner des préoccupations, occupation avant signature chez le notaire, cauchemar. Cauchemar. Le cas que je peux vous raconter, là, on retourne 5-6 ans en arrière. On a un propriétaire qui est en Ontario, sa maison est vide, il veut la vendre, on n'arrive pas à trouver à vendre. Et finalement, son assureur lui dit, garde, si tu ne loues pas la maison, si tu ne la vends pas, on va être obligé de terminer ta couverture d'assurance. C'est un risque qu'on ne veut pas assumer ou quoi que ce soit. Fait que là, entre-temps, il y a une petite madame, charmante, une grand-maman qui arrive, puis elle dit, écoutez, je vais visiter la maison, elle visite la maison, elle démontre de l'intérêt. Il y a un grand terrain, il y a des beaux gros arbres là-dessus, puis tout ça. Et elle dit, ça m'intéresse. Mais elle dit, écoutez, moi, je veux une succession. J'hérite d'une succession, c'est juste une question de temps. Ça va prendre 4-5 mois, puis ça va être réglé. Là, dans 3 mois, en tout cas, 4 mois, là, c'est réglé, puis je peux vous la payer au complet. Là, si vous voulez, là, ce que je peux faire, c'est vous rentrer dedans tout de suite, puis vous payer un loyer. Puis dans le fond, vous allez régler votre problème d'assurance, vous la chauffer, vous l'entretenir, puis dans 4 mois d'ici, on passe chez le notaire. OK? Hey, mon courtier est fantastique. Il appelle le gars en Ontario, il dit, écoute, j'ai réglé ton problème, j'ai trouvé une belle petite grand-maman adorable qui va faire ça, elle a une succession, tout ça. Elle est rentrée dans la maison. Le lendemain qu'elle est rentrée à la maison, elle a commencé à couper tous les arbres sur le terrain, elle vendait du bois de chauffage. Et puis elle n'a jamais payé une scène de loyer. OK? Jamais payé, faisait des grimaces à tout le monde. Le vendeur a pris des procédures judiciaires, cauchemar en partant. Il ne trouvait pas mon courtier bien. Il est allé essayer de l'évincer en vertu du fait qu'elle était locataire. Elle connaissait ça, c'était une experte. Elle est allée en cour, elle a dit, monsieur le juge, elle dit, c'est pas en vertu d'un bail que je suis là. J'ai eu une préoccupation, et ça, c'est possession équivaut à occupation équivaut à possession. Vous savez, là, quand vous laissez rentrer quelqu'un, même s'il n'a pas tout payé, ça peut être interprété comme la vente est conclue, sauf qu'il n'a pas payé. Et c'est ça qu'elle a évoqué. Fait qu'ils ont été obligés d'annuler toutes les procédures judiciaires, a recommencé les procédures, ça a pris un autre 6 mois. Pendant ce temps-là, elle coupait du bois, faisait des grimaces, ça ne payait pas de scène de loyer, puis elle essaie de sortir impossible. Puis la veille du procès, elle a sacré son camp en lui, puis tout ça. Morale de l'histoire, vous ne laissez pas rentrer quelqu'un dans une propriété avant d'avoir passé chez le notaire. OK? Des préoccupations, des occupations à la signature, des choses comme ça. Oubliez ça. À moins que vous ayez des protections tellement énormes,
C'est ça. Des cauchemars comme ça, tu les oublies pas. C'est ça. Qui sont les assureurs hypothécaires? SCHL et Genworth. Connaissez-vous les pourcentages exigés par ces assureurs hypothécaires-là? Vous devriez les connaître. Vous devriez avoir une idée. Finalement, au-delà de 80%, on tombe dans la catégorie des préassurés et il y a des primes d'assurance à payer. Qu'arrive-t-il si votre acheteur emprunteur perd son emploi? On en a parlé. Qu'arrive-t-il si votre acheteur emprunteur possède 30% de mise de fonds mais aucun revenu déclaré? Des prêts d'équité, ça existe, ça. Quelqu'un qui arrive, là, puis qui dit, regarde, moi, je peux. Pas obligé de le dire comme ça, là, mais il dit, moi, je gagne tout mon salaire au noir, là, ou je débarque d'avion, puis j'arrive l'Europe, puis aucun de mes revenus sont considérés, quoi que ce soit. Mais il y a une bonne mise de fonds, importante. Ils peuvent juste regarder la valeur de la maison, puis dire, OK, on va te prêter, même si tu n'as pas de revenus. OK? Même si tu n'as aucun revenu à ce niveau-là, on va te prêter. Le prêteur va toujours exiger préalablement à l'acte de vente une preuve de couverture d'assurance. Ça, c'est un élément important. Parce qu'avant ça, tu arrivais chez le notaire, puis le notaire disait, t'as une assurance pour au moins le montant de l'hypothèque. Ah, mon Dieu, attends un peu, bouge pas. Tu appelles Maurice, ton courtier d'assurance. Maurice, je suis en train d'acheter une maison à Saint-Sauveur, là, telle adresse, peux-tu me couvrir? Yes, il n'y a pas de problème, t'es couvert. Peux-tu faxer la couverture au notaire? Là, je suis là, pas de problème. Aujourd'hui, là, couvrir l'assurance, là, tu as une longue liste de même, là, OK? Vous l'avez dans la section assurance, là, au début, là, il y a un document produit par le groupe Lira, là, c'est énorme. Quel est l'âge de la fournaise? Est-ce qu'il y a un réservoir de combustible? Est-il enfoui ou pas enfoui? Est-ce qu'il y a des chiens? Parce que des pitbulls, ça peut mordre du monde, puis ça résulte en des réclamations. Est-ce que l'acheteur a un dossier criminel? Si oui, c'est une culture de cannabis, il va maganer ma maison, quoi que ce soit. Écoutez, c'est l'enfer. L'enfer. Aujourd'hui, il n'y a pas d'automatisme au niveau de l'assurance. OK? Et l'environnement est un facteur important. Ils sont tellement prudents qu'ils te posent une longue liste de questions. Donc, tu ne peux pas t'assurer facilement. C'est pas automatique. Puis je vous dirais, si vous êtes courtier inscripteur, vous devriez, surtout si le produit est un peu âgé, vérifier. Des sous-sols non finis avec du styrofoam porte couvert, c'est pas conforme. Et c'est pas assurable à ce niveau-là. Des poêles à combustion lente qui ne sont pas conformes parce que les cheminées sont plus conformes, quoi que ce soit, tu ne peux pas les assurer. Il n'y a plus d'automatisme au niveau de l'assurance. Puis dans certains cas, ça peut empêcher la conclusion de la transaction. Vous réalisez, on est rendu chez le notaire. Puis là, on apprend tout ça. On a dit, ah non, j'ai fait tout ce travail-là pour ultimement pas être capable d'avoir une couverture d'assurance. Puis parce que j'ai pas de couverture d'assurance, je suis pas capable d'avoir d'hypothèque. Ben, okay? Moi, là, ça m'est arrivé, ça. Puis des vieux courtiers là, qui me disaient, ah non, c'est pas grave, tu l'utilises pas, ils vont t'assurer pareil. Le quoi, le poids? Oui. Bien, évidemment, ils vont te couvrir, mais ils vont te mettre un avenant qui va dire que t'as pas le droit, tu t'engages à ne pas utiliser le poêle, et si tu l'utilises puis il arrive quelque chose, tu n'es pas couvert. OK? Mais d'un autre côté, si tu as acheté à la maison, puis tu trouves ça le fun, chauffer au poêle, là, évidemment, ça va faire l'objet de négociation. Baisse-moi le prix de 5 000 $, moi, je changerai à cheminée éventuellement, puis après ça, je vais faire venir le courtier d'assurance, puis ils vont valider. Ça donne quoi d'avoir un poêle pour pouvoir l'utiliser? Oui. Ça prend de l'espace pour rien. Non, mais. Hein? C'est une belle tablette rustique. Oui, c'est toute la poussière. C'est que la question des assurances, vérifiez donc ça comme inscripteur au tout début, juste pour vérifier, parce que ça se peut que vous ayez un produit qui soit difficile à assurer. Et puis, quand on va être rendu chez le notaire, après 6 mois d'effort, puis vous apprenez qu'on n'est pas capable de couvrir en assurance, c'est pas le fun, ça. Tu sais, regarde, ce que je vous disais, c'est rappel des problèmes possibles, poêle à bois ainsi que cheminée non conforme, fournaise vieille de plus de 25 ans, acheteur non résident, acheteur possédant un dossier criminel, réservoir de mazout enterré et âgé de plus de 10 ans, piscine creusée non clôturée, chien, pitbull, serpent, etc. Okay? Mais t'assurer que la maison est bien assurable, est-ce que tu peux demander une preuve au vendeur? Oui, mais c'est parce que des fois, il est assuré, mais il est assuré comme un genre de respect de droit d'acquis, mais idéalement, demande à un assureur de te donner un genre de questionnaire, là, puis elle passe le questionnaire en revue en fonction de ta maison. Ils vont dire est-ce qu'il y a du styrofoam non recouvert de gypse à l'épreuve du feu, est-ce qu'il y a ci, il y a ça. Dans la section assurance, là, tout début, là, dans la section assurance, vous avez la liste des choses. Déjà là, ça vous donne un bon indice de qu'est-ce qui pourrait poser problème. Prenez conscience que le banquier peut reculer, et ce même après l'émission d'une lettre d'engagement sans condition, s'il apprend que la situation financière de l'acheteur
a significativement changé depuis l'approbation, perte d'emploi, perte de sa mise de fonds. Révision de la clause A4. Je veux juste porter à votre attention que la réalisation de la condition de financement, elle se fait comment? Comment elle se fait, la réalisation de la condition de financement? Qu'est-ce qui fait que la condition de financement est réalisée? Une lettre de la banque. Une lettre de la banque. Une lettre de la banque, sans condition, conforme à A4.1, oui, ça va. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la lettre de la banque? On l'envoie au courtier. On l'envoie à qui? Au vendeur, c'est pas l'inscripteur. Au vendeur? Tu le montres au vendeur. Vendeur. Tu le montres au Au vendeur. vendeur. Ben, moi, je pensais qu'on l'envoyait au courtier inscripteur, puis l'envoyait à... Non, écoutez, là, c'est important ce qu'on dit là. Montre au vendeur, C'est important. c'est assez. Il faut que vous ayez une preuve que le vendeur a reçu la lettre en question, une copie. Donc, il faut qu'il accuse de réception et une lettre d'engagement qui est conforme, sans condition, conforme à 4.1, mais il faut qu'elle soit rendue, il faut qu'il y en ait accusé de réception avant la fin du délai de A4.2. Donc, si vous avez prévu 10 jours, en passant, là, 10 jours, c'est des jours calendriers. Donc, le samedi, le dimanche, les jours fériés comptent. Une journée, le jour d'acceptation ne compte pas, parce que ce n'est pas une journée complète. Donc, la journée complète, c'est le lendemain. Jour 1, c'est le lendemain. Là, comptez, là, puis là, c'est ça. Puis, il faut qu'avant la fin du 10e jour, si c'est à soir à minuit, parce que ça fait une journée, ça finit à 23h59, si à soir avant minuit, vous voulez blinder la transaction, puis être sûr que vous dites à votre acheteuse, il n'y a pas de problème, la maison, tu l'as. Elle m'a donné une lettre d'engagement bancaire, mais si je m'assois dessus, puis je ne vais pas signer une accusation de réception du vendeur ou quoi que ce soit, le vendeur pourrait dire, ben, j'ai pas eu de ces nouvelles, je n'ai accepté un autre, je l'ai flushé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ou quoi que ce soit. Fait que là, vous avez non seulement à obtenir la lettre, mais une fois que vous avez la lettre, là, faites une photocopie, là, puis là, envoyez-la soit à l'inscripteur, puis dites dépêche-toi. Parce que moi, j'ai jusqu'à minuit à soir. Si c'est minuit ou si c'est samedi soir, j'ai jusqu'à minuit demain soir pour avoir un accusé de réception. Et si l'inscripteur, pour une raison ou une autre, est négligent, ne fait pas son travail, quoi que ce soit, qu'est-ce que vous allez faire? On va aller voir le vendeur. On va passer par-dessus. On va aller voir le vendeur directement. Ça, c'est pas défendu en vertu du code d'éthique. Non seulement ça, tu es obligé. Parce qu'il ne faut pas que tu dises à ton acheteur, tu as perdu la maison parce que j'ai été négligent ou parce que l'inscripteur était négligent. Mais la réalisation de la condition de financement, c'est émission d'une lettre d'engagement bancaire sans condition, conforme à 4.1, dans les mains du vendeur, preuve à l'appui, avant la fin de votre délai. C'est comme ça que ça se fait. OK? Donc, photocopie. Et là, ding dong, bonjour, bonne nouvelle, vous ne connaissez pas, je suis François Léger, c'est moi qui représente l'acheteur dans la vente de votre maison, voulez-vous me signer un accusé de réception? S'il y a un autre acheteur qui lui offre, je te reviens, s'il y a un autre acheteur qui lui offre 10 000 $, ça se peut qu'il ne réponde pas à point. OK? Hein? Parce que lui, il dit, laisse passer le délai, puis m'a flusher, puis le médecin ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Télégramme. Les mots qu'on pense là. Télégramme. Télégramme. Tout ce qui prouve le C'est quoi la façon, c'est quoi la façon de Un l'aider? huissier. Huissier. Huissier de justice, OK? Huissier, c'est un officier de justice qui n'a pas besoin d'accompagner les témoins. Lui, quand il livre un document, il te met un procès verbal de signification et c'est de l'aider, OK? Le huissier. Là, tout à l'heure, j'avais une dame, là, une de vos consoeurs, qui était en train de faire une transaction. Et dans cette transaction-là, je pense que je vous en ai parlé, on découvre après les faits qu'il y a une bande de protection riveraine de 10 mètres, on a une servitude sur la cour arrière. Essentiellement, la cour arrière est inutilisable. Les clients veulent se divorcer, ils ont fait une promesse d'achat sur une autre maison, conditionnelle à ce qu'ils puissent annuler celle-là dans un délai de 10 jours, puis 10 jours finis dimanche soir. OK? Et là, ce qui se passe, c'est que, là, c'est flagrant, le vendeur a fait des fausses représentations, l'acheteur n'en veut plus, mais ça prend une MO qui dit qu'on se divorce, sinon on est obligé d'enclencher 6.5, vice ou irrégularité, puis là on envoie un avis, il y a 21 jours pour corriger, on le sait qu'il n'est pas capable de corriger, impossible, puis là il me revient, c'est l'enfer. Là on est rendu qu'il faut qu'on envoie l'avis de 21 jours, OK, l'avis de 6.5, là je dis toujours un huissier, puis envoie-les. Parce qu'il ne veut pas se divorcer. Ben, je sais pas, c'est parce que je ne suis pas inscripteur là-dessus. L'inscripteur c'est un RE/MAX, puis adore sa Switch, ou je sais pas quoi, ou peut-être que c'est le vendeur qui veut pas, on a un problème. Là. Puis là, l'acheteur est sur le trottoir, il s'est trouvé une autre maison qui convient, mais il veut pas la perdre. Puis le banquier, le prêteur, il a dit, regarde, divorce-toi de la première, m'a te prêté sa deuxième, mais assure-toi que tu es divorcé. Là, la non-collaboration du courtier inscripteur puis du vendeur fait en sorte qu'on a un problème. Mais gardez en mémoire que si tu veux blinder ton document, à un moment donné, tu soupçonnes que
le vendeur ne collabore plus, il n'est pas aussi enthousiasmé qu'avant de se marier avec ton acheteur, puis il y a peut-être anguille sous roche, il y a peut-être un autre acheteur qui y a offert plus, puis lui, il attend juste, il se cache, puis il attend juste qu'on arrive à la fin du délai, parce que vous connaissez A4.3. À l'expiration du délai, ou après avoir reçu un refus, le vendeur a l'option de faire quoi? Exiger de l'acheteur qu'il fasse une deuxième demande à un prêteur qui lui désire, ou l'aviser par écrit qui fait mourir la promesse d'achat. Fait que vous comprenez que si à soir à minuit, il faut que j'aille envoyer le document, puis je n'ai pas envoyé le document, ça se pourrait que l'huissier sonne à la porte de ma cliente demain matin à 7 h. Et là, c'est le vendeur qui a envoyé une lettre à l'acheteur disant « Conformément à 4.3, étant donné que je n'ai pas reçu de réponse de vous dans le délai, je vous avise que j'annule votre promesse d'achat. » Et ça vient de s'éteindre, OK? Fait que vous ne voulez pas être obligé de recevoir un appel de votre acheteuse qui dit « Je ne comprends pas, l'huissier vient de me dire que j'ai plus de transaction. C'est-tu parce que tu as été négligent et que tu n'as pas fait la livraison du document à l'intérieur des délais? » Tu voulais me parler? Ma question, c'est simplement, est-ce qu'il ne faut pas faire une modification pour lever les conditions? Financement, non. 4.2 dit que l'émission de la lettre, la remise de la lettre d'engagement au vendeur aura pour effet de satisfaire pleinement la condition. Autrement dit, pas besoin de faire des mots, quoi que ce soit. Ça va? Mais il faut que tu aies une preuve de ça. OK? Parce que tu veux être capable de revenir à ton acheteuse et dire « Lâche tes deux oreilles, j'ai la preuve, il y a un accusé de réception, on livre par l'huissier. » C'est rare que tu vas faire une livraison par l'huissier. Parce qu'en principe, ils s'aiment tous et ils veulent se marier. Fait que quand le vendeur va recevoir ça, il va dire « Pas de problème, yes, on déménage. Où est-ce que je signe? Donne-moi une copie. » Mais mettez une copie dans votre dossier pour pas que par la suite, s'il change d'idée et il veut vendre à quelqu'un d'autre, qu'il essaie de trouver des portes de sortie. L'examen du formulaire de relevé hypothécaire de la CQ, vous l'avez, je n'ai pas besoin de... L'examen des différents dépliants, les avis de divulgation effectués. L'agent a tout intérêt à monter un kit d'accueil qu'il peut remettre à son client acheteur lors de la première rencontre. L'aide-mémoire, ben j'en ai parlé. Aide-mémoire pour l'agent inscripteur ou le courtier inscripteur maintenant, déterminer dès la prise du contrat de courtage le montant de pénalité qui seront exigés par le prêteur au moment de la signature de l'acte de vente. Pour l'agent inscripteur, effectuer dès la prise du contrat de courtage des tests d'eau ainsi que la conformité du système d'épuration des eaux. Insister afin que votre acheteur se soumette à une pré-approbation avec rapport de crédit. N'oubliez pas d'obtenir la preuve par l'acheteur de sa mise de fonds. OK? Et le client acheteur-emprunteur va devoir obtenir ses T4 ainsi que 2 talons de paye afin de démontrer sa stabilité d'emploi. Dès la première rencontre, présentez à votre acheteur les différentes ressources auxquelles vous avez accès. Ayez toujours en votre possession les différents dépliants. Ça termine le financement. Ça va? On va aller chercher Hôtel de Ville et urbanisme. Ça va vous faire prendre conscience, Hôtel de Ville et urbanisme, ça va vous faire prendre conscience de l'ampleur de l'information que l'Hôtel de Ville. Hein? Lors de l'obtention d'un contrat de courtage, le courtier inscripteur doit toujours se rendre à l'Hôtel de Ville. Les 3 services de l'Hôtel de Ville que le courtier doit consulter. Un, la taxation. En principe, vous n'avez pas besoin d'un rendez-vous pour la taxation. Pourquoi la taxation? Évidemment, pour représenter le montant des taxes qu'il y a, mais il y a aussi la question des règlements d'emprunt qu'il peut y avoir. On peut décider de refaire le système d'égout, de refaire le pavage, de refaire les rues, de refaire des choses. Et des fois, c'est la municipalité qui assume ces coûts-là. Et à ce moment-là, ils consultent les résidents de la région, du secteur, vous dire, voulez-vous payer d'un coup, ça va être 15 000 chacun, ou voulez-vous payer échelonné sur 20 ans à raison de 750 par année. Ça veut dire que ton compte de taxes augmente de 750 par année pendant les 20 prochaines années. Et des fois, tu fais la mise en marché d'une propriété ou tu intéresses un acheteur sur une propriété, et là, tu regardes le compte de taxes, c'est X, mais là, il n'y a personne qui a annoncé, et c'est de notoriété publique, il n'y a personne qui a annoncé que pour les 20 prochaines années, ça va être 1000 $ de plus. L'acheteur aimerait ça de savoir. OK? Ça a une incidence au niveau de son budget, quoi que ce soit. Et ça, c'est un élément important des cotisations à venir, connues mais non divulguées. OK? Donc, un règlement d'emprunt, un règlement sectoriel. Puis, à l'inverse, il peut y avoir un compte de taxe qui est relativement élevé, de 3 500 $ ou 4 000 $, mais il reste 2 ans au règlement d'emprunt, puis après 2 ans, c'est tout payé. Et là, le compte de taxe baisse de 1500 $. C'est-tu le fun d'avoir fait vos devoirs et d'être capable de dire, écoutez, vous payez 4 000 $ les 2 prochaines années, après ça, vous tombez à 2 500 $.
OK? En tout cas, le 1500$ c'est plus à payer. Peut-être que les taxes vont augmenter de façon générale, mais vous allez avoir une baisse de 1500$ de taxes à ce moment-là. Ça, c'est professionnel. Ça, c'est quelqu'un qui fait sa job. OK? Hein? Taxe de mutation, évidemment, calculer la taxe de mutation, vous savez comment calculer. Donc, le département de taxation, c'est un département important parce que c'est là que vous apprenez s'il y a des cotisations, des taxes spéciales, des spéciales qui s'en viennent. Les travaux publics. Pourquoi les travaux publics? Parce que vous voulez savoir si la propriété est située sur un chemin public ou un chemin privé. Si je vous parle d'un chemin public, la rue appartient à la municipalité, vous n'avez pas besoin d'une permission pour rouler sur la rue. OK? C'est un chemin public, tout le monde peut passer, tu n'as pas besoin d'avoir une servitude de passage. Si je vous parle d'un chemin privé, ça veut dire que ce n'est pas la municipalité qui est propriétaire du fonds de terrain. OK? Et là, ça vous prend quoi? Droit de passage. Ouais, une servitude de droit de passage. OK? Une servitude, ça vous prend ça officiellement. Puis aussi, qu'est-ce qui se passe? Si je passe sur un terrain privé, ça va occasionner quoi? Un frais annuel. Qui va payer pour le déneigement? C'est pas la ville qui déneige, là. Fait que ça ne sera pas dans ton compte de taxes. Tu vas payer un montant additionnel à quelqu'un, une association ou un particulier. Déneigement, entretien, ils bouchent les trous, ils passent le grader, ils font quelque chose ou quoi que ce soit. Fait qu'aussitôt que vous entendez chemin privé, il faut que ça allume chez vous. Ah, il y a des frais. Qui paye les frais à ce moment-là? OK? Et quels sont ces frais-là? Et ce n'est pas dans le compte de taxes. Évidemment, si votre propriété est située sur la rue principale, chemin public, vous n'avez pas de frais, vous avez le déneigement de votre entrée, c'est tout, mais vous n'avez pas de chemin. Alors que si vous êtes sur un chemin privé, ça vous prend une servitude à perpétuité qui vous confirme le droit d'utiliser ce chemin-là. Puis aussi, bien, il y a une facture attachée à ça. C'est important d'y penser. Donc, au niveau des travaux publics, chemin privé, chemin public, aussi, vous avez des aqueducs aussi. Dans certains cas, l'eau vient d'un réseau d'aqueducs, mais ce n'est pas un réseau d'aqueducs de la municipalité. Donc, il y a le compte de taxes, puis il y a une taxe spéciale pour l'eau qui vous est chargée à ce moment-là. Alors, remarquez bien que de plus en plus, les promoteurs ont tendance à ne pas vouloir assumer la responsabilité d'un aqueduc privé parce que ça devient, après le scandale de Walkerton en Ontario, où il y a eu des personnes qui sont décédées, ils ont revisé à la hausse les normes, les exigences, puis ils doivent prendre les comptes. Ça devient beaucoup plus dispendieux. Un aqueduc privé, là, le propriétaire d'un aqueduc privé, c'est une responsabilité qui est énorme. Et la plupart des promoteurs aujourd'hui, ils n'en veulent plus. Passe-moi ça à l'hôtel de ville, fais quelque chose ou quoi que ce soit, ou vous charger des montants tellement élevés que vous allez vous poser des puits artésiens ou quoi que ce soit, parce que c'est lourd de responsabilité. Mais c'est à vérifier. Puis évidemment, aqueduc privé, si tu es un aqueduc privé, tu veux ça prend une servitude pour être sûr que tu as le droit de t'alimenter. De la façon que tu as le droit de passer chez un chemin privé, l'aqueduc privé, il faut que ça fasse l'objet d'une servitude qui confirme que tu as le droit d'avoir de l'eau, moyennant le paiement d'un montant annuel. Donc, deuxième département, travaux publics. Troisième, c'est l'urbanisme. L'urbanisme, en principe, arrivez pas là sans rendez-vous. Prenez un rendez-vous. Et puis, là, vous arrivez avec une copie de votre contrat de courtage. Vous démontrez que vous êtes mandaté, autorisé par le propriétaire vendeur à faire la mise en marché de sa propriété. Puis, comme bon professionnel, vous voulez tout savoir avant de commencer à faire des représentations. Et donc là, on prend une demi-heure, puis on parle à l'urbaniste ou l'inspecteur municipal pour savoir ce qui se passe à ce niveau-là. Hein? Mais ça devrait être avant. Hein? Il ne faut pas un contrat de courtage, c'est tout croche. Ben, tu vas prendre ton contrat de courtage, puis tu vas aller après, puis si à un moment donné, tu as tellement d'éléments, tu vas retourner voir le vendeur, tu dis, il faut qu'on revise le prix, ou je ne le veux plus, ou ton contrat, je le résilie, ou quoi que ce soit. Si tu as le temps d'aller à l'hôtel de ville avant, mais ça se peut qu'ils soient réticents de donner de l'information parce qu'ils vont dire, tu n'as pas de contrat. En veux-tu de quoi? Est-ce que j'ouvre tout le dossier ou quoi que ce soit? Okay? Hein? Là, rapidement, l'hôtel de ville va vous donner la date de construction. Ça va? L'historique des permis. Y a-t-il eu des rénovations sans permis? Ça, c'est important, ça. Hein? Les logements illégaux, là, j'en ai. Et on représente ouvertement qu'il y a un revenu de 300$ par mois, il y a un bachelor, tout excitant, on le calcule dans le financement. Finalement, on s'aperçoit qu'il n'est pas conforme, ce logement-là. Ils l'ont bâti sans permis. Et ça, à un moment donné, quand tu revends, ou tu as une conformité, la municipalité dit non. Puis là, il y a quelqu'un qui y va, puis il dit, regarde, il faut que ça prend du gypse à l'épreuve du feu, ça prend ci, ça prend ça, des divisions, ça prend une porte extérieure qui est ici, tout ça. Tu n'as peut-être pour 5 000, 10 000$ pour te rendre confort. Je fais quoi quand on va à l'urbanisme, puis c'est ton client vendeur qui n'a pas déclaré qu'il y avait
Un logement à la ville. Évidemment, tu dis, écoutez, moi, dans le cadre de mon travail, là, je vais passer à l'autre. Tu fais quoi? C'est un bon point. Dans le cadre de ton travail, tu dis, moi, dans le cadre de mon travail, je vais aller à l'hôtel de ville, OK? Puis je vais vérifier la conformité de tout ce que vous avez fait. Ça se peut qu'il ne pense même pas, puis que, bang, ça dit pète tous les deux d'en face, à lui puis à toi. Ou s'il est conscient de ça, il va peut-être te dire, va pas à l'hôtel de ville. Qu'est-ce que tu fais, là? Je te défends d'aller à l'hôtel de ville. On s'entend, là? Regarde, tu veux t'occuper de la mise en marché de ma propriété? Laisse faire l'hôtel de ville, là. Tu vas foutre le bordel là-dedans, là. Va pas à l'hôtel de ville. On n'écrit pas qu'il y a un logement. Qu'est-ce que tu fais? On n'écrit pas qu'il y a un logement. Ah ben là, écoute, moi je vais avoir le total de mon prix de ma maison, là. Tu sais? Regarde. C'est quoi ton problème? Pourquoi t'es si pointilleuse que ça? Voyons donc. Ben, j'ai Un suivi logement, la tu l'as nouvelle vu, là? formation. Parce que j'ai suivi la nouvelle formation. Mais qu'est-ce que vous faites, là? Parce que j'ai eu des cas, là. J'ai eu des cas où le vendeur a quasiment dit, écoute, va pas foutre le bordel dans mon affaire, toi, là, tu sais, ou quoi que ce soit. Et là, moi, je dis, écoutez, là, si c'est pas moi qui le fais, il y a un acheteur qui va se présenter à l'hôtel de ville, qui va poser des questions sur votre propriété, là, tu sais. Donc là, regardez bien, on ne jouera pas à l'autruche, là. Moi, là, je fais la mise en marché de votre propriété, on va tout connaître avant de commencer. Moi, je veux pas que ce soit minuit moins 3, puis que là, finalement, on nous pose des questions pour lesquelles on n'a pas les réponses, puis tout ça. Fait que, s'il veut pas, comme Robert dit, regarde, on termine ça tout de suite, merci, prends ta propriété, puis ça Là, va il te demande d'ignorer des faits que tu es au courant. Là. Fait que, regarde, Non. puis quand tu vas faire la DV, cette question-là est posée, c'est la DV. Tout à fait. Right? Tout Fait à que fait. là, c'est la DV, il va répondre non encore une fois. Ouais. Fait que là, il fait une fausse déclaration qui va peut-être pas, je regarde. Souvenez-vous, hein, c'est un partenariat. Si en partant, tu sens que c'est quelqu'un qui ne veut pas donner le juste, qui ne veut pas ci, qui veut pas. À un moment donné, wow, stop, on arrête. Regarde, merci, bonjour. Moi, j'ai tant d'heures par jour, tant d'heures par semaine à m'investir pour aider du monde à solutionner leurs problèmes immobiliers. Je suis médecin immobilier, moi, mais moi, je vais m'investir avec du monde avec qui veulent se faire guérir. Hein? Qui veulent guérir. Qui veulent guérir. Sans OK? compter que C'est ça va ça. sortir dans le rapport d'inspection aussi, Ben tout ce qui oui, n'est pas c'est- conforme. Fait que Hein? là, ça va encore bloquer Ouais. à un autre niveau. Ah, et j'ai à Saint-Jérôme, je me souviens, sur la rue de Martigny, on avait un immeuble, 6 logements. 6 logements à vendre, il a mis sa pancarte, il a mis 6 logements, le téléphone sonnait, puis l'intérêt était là, jusqu'à temps qu'on aille à l'hôtel de ville, puis on réalise que le 6e logement avait été créé sans permis. Puis dans le fond, c'était un 5 logements. Bien là, il est obligé de démolir le 6e logement, de réincorporer ça dans son 5e logement. La rentabilité n'était pas la même, la profitabilité, la valeur marchande venait de tomber. L'enfer. On l'a vendu 3 fois avant de le vendre finalement. Parce que les 2 premières fois, une fois qu'on divulguait, qu'on a apparu, on a perdu les acheteurs parce que le vendeur ne voulait soit pas baisser. Le vendeur, à un moment donné, on l'a confronté à la réalité. On dit, regarde, si tu ne corriges pas ça, impossible de vendre ta propriété. C'est compliqué. C'est ça. Ben, excusez, je ne sais pas si on a eu la même formation, moi, à Laval, là, au collège immobilier du Machin. Puis... Tu me regardes, moi? Ou... Oui, toi. Non, non. Ben non, c'est parce que je te demande parce que je veux juste avoir la bonne information. On s'est fait dire que 95% des logements du sous-sol de la maison étaient illégaux. Il ne fallait même pas mentionner bachelor, il fallait mettre intergénération. Parce que si la ville arrivait là et il disait il n'est pas correct ton logement, le gars là, qui est à la maison, il peut revenir contre nous autres. C'est parce qu'intergénération, il faut qu'il soit C'est déclaré pas un comme tel. bachelor. Non, mais il faut qu'il soit déclaré comme tel à la municipalité intergénérationnelle. Aussi, De toute selon façon, les villes, il y a des beaucoup municipalités, de il règlements y a des aussi, municipalités qui l'intergénération. permettent l'intergénérationnel, il y en a d'autres qui permettent les bachelors. Voir Rosemère, ils permettent l'intergénérationnel, mais il y a un gros X sur les bachelors. À Deux-Montagnes, les bachelors sont permis autant que les intergénérations. En tout cas, ça dépend d'une ville à l'autre. Puis, il faut qu'ils soient déclarés comme tels à la municipalité. Mais ça reste qu'il y a un gros Mais tu pourcentage qui ne sont pas. Là, Mais peut-être qu'ils ne sont pas, mais je ne suis pas sûr qu'écrire intergénérationnel, ça C'est- s'aide. Parce que dans certains secteurs, tu n'as pas le droit de l'avoir. Tu n'as rien Ah, dit écoute, sur ça, si. Moi, je ne l'écrirai pas. Je ne l'écrirai pas. Regarde, c'est ça qu'il y a, puis identique. Puis là, je vais le représenter. Comme ça, je vais dire à l'acheteur, écoute, le logement qui est là, hein, il est là, tout ça, sauf qu'il n'est pas conforme à la ville. Puis je te le vends comme ça, puis je vais avoir une reconnaissance écrite de l'acheteur qui en fait son affaire à lui. Il dégage le vendeur de toute responsabilité, puis c'est ça. Il y a une Mais deuxième là, cuisine dans la maison, c'est tout. j'ai pas vendu. Oui, mais c'est plate qu'il n'y ait pas 2 cuisines d'affichées sur MLS, parce qu'après la recherche, ça devient vraiment compliqué. Mais là, à ce moment-là, dans les recherches, je ne le mettrai pas, là, moi. Il ne sortira pas comme
avec un bachelor, là. Ah, ben, il y en a qui sortent. Ben, c'est parce que Possibilité de c'est- bachelor, c'est mais ça sort c'est pas légal de ou c'est pas bien légal? Si c'est pas légal, oublie ça, j'en Obligé parle de pas. faire du multicatégorie, 6 chambres. Point adolescent qu'il y en a qui mettent des fois. Comment? Point adolescent. Ah, ça, j'ai pas vu ça encore. Ouais, mais moi, s'il y a une affaire que j'ai jamais voulu faire, c'est justement Là, t'es cette opportunité-là des ados. Ouais, c'est ça. Ados, oui. limité Ça avec les t'ennuie acheteurs là, après. qui cherchent ça, parce que Non, sinon, non, ils ça cherchent ça, puis il Ben, là, n'y a pas les critères qu'il met. Là, tu comprends? Mais la question des permis, je peux vous dire que c'est important. Hein. Important. Non seulement important au niveau de ce qu'on discute, quand vous êtes en système d'épuration des eaux autonome, vous savez que la capacité de la fosse septique puis du champ d'épuration est fonction du nombre de chambres à coucher. OK? Puis là, le cas classique, là, c'est qu'ils achètent la maison, un beau chalet suisse avec sous-sol non fini, mais hors terre, tout vitré, puis il y a 3 chambres en haut avec une salle de bain, il y a un système d'épuration des eaux qui est conforme à 3 chambres à coucher, puis là, lui, il bricole les fins de semaine, pas de permis, rien, il fait 2 autres chambres à coucher, puis il t'appelle. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le cas du gars qui bricole, puis il fait 2 autres belles chambres, puis là, il vous appelle. Il vous appelle, viens vendre ma maison, j'ai 5 chambres à coucher, puis j'ai fait une autre salle de bain en bas. Regarde si c'est beau. Fait que là, tu sors ça sur Matrix, 5 chambres à coucher, 2 salles de bain, that's it, that's all. Puis si tu ne vas pas à l'hôtel de ville, vérifier si ton système d'épuration des eaux, tu as un problème. Hein? Tu as un problème, là. Puis c'est tolérance zéro. Hein? L'hôtel de ville ne tolère pas. Pour un 5 chambres, c'est ça. Pardon? Tu ne peux pas le vendre pour un 5 Tu ne chambres. peux pas marquer 5 chambres. Si tu marques 5 chambres, ton système d'épuration des eaux est non conforme. Tu pourras le vendre comme 5 chambres. Mais moi, me protéger mon vendeur, je vais avoir une reconnaissance écrite de l'acheteur comme quoi le système d'épuration des eaux est. Puis là, si je cache ça au banquier, là, il y a un peu de fraude là-dedans. Parce que le banquier, s'il sait que le système d'épuration des eaux est 3 chambres, puis il prête une maison comme ça va lui péter d'en face. Il n'en veut pas de ça, lui. T'sais. Ça fait que ça se peut que le banquier dise non, moi, régularise, c'est ça. Et donc, c'est un problème. Et ça, c'est un problème qu'on voit. Puis les courtiers de Montréal sont ignorants de ça. Ils ne vont pas à l'hôtel de ville. Ils ne savent même pas quelles questions poser. Et donc, eux autres, ils font mise en marché dans 5 chambres à coucher, pas de problème. Système d'épuration des eaux de 3 chambres. Puis là, on passe chez le notaire, puis 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois après, ça repète tout ça. Puis là, l'acheteur découvre que le système d'épuration des eaux est juste pour 3 chambres, puis que le gars avait bricolé sans permis. Puis évidemment, là, il y a un recours. Il y a un bon recours contre le courtier, contre tout le monde. Quand il fait ça, quand il va voir l'avocat, il poursuit tout le monde. OK? On passe là-dedans, nous autres aussi. T'sais? Puis ça passe en responsabilité professionnelle à ce niveau-là. Fait que la question de vérifier à l'hôtel de ville, c'est aussi ton système d'épuration des eaux, il est pour combien de chambres à coucher. Et là, dans un cas comme ça, si c'est 3 chambres, puis habituellement, le vendeur, il ne veut pas investir de l'argent pour régulariser ça. Ah non, moi, je vends, là, puis j'ai pas d'argent, là, vends-moi ça. Ben, regarde, ben, on va vendre 3 chambres plus 2 bureaux ou quelque chose comme ça, mais je peux pas marquer. Puis je vais aller me protéger plus que ça, parce qu'évidemment, les 2 bureaux, ils ont bien de l'air des chambres, OK? Hein? Fait que là, moi, je vais avoir un écrit de l'acheteur, comme quoi il reconnaît que la propriété qu'il achète, c'est vraiment 3 chambres à coucher plus 2 bureaux, et que le système, il reconnaît avoir été informé que le système d'épuration des eaux, c'est pour 3 chambres à coucher, et il en fait son affaire, il dégage le vendeur de toute responsabilité. Là, moi, je prends cette lettre-là, je la donne au vendeur, je m'en garde une copie. Si jamais, par la suite, il dit les 2 autres chambres, puis finalement, quand l'hôtel de ville va débarquer, ça sera son problème, mais ça ne sera pas le problème du vendeur à ce moment-là. L'installation sanitaire, évidemment, l'hôtel de ville, vous ne pouvez pas faire une installation sanitaire sans demander un permis. Si vous allez à l'hôtel de ville puis ils n'ont rien, ça veut dire que c'est très vieux, avant 1980, et donc c'est mort, parce qu'un système d'épuration des eaux, ça a une durée de vie. Une durée de vie d'à peu près 15, 20, 25 ans. Aujourd'hui, on est en 2012, 25 ans en arrière, c'est quoi? C'est 87, c'est ça? Oui, 87. Fait que 1987, avant 1980, là, il oublie ça, c'est fini. Fait que moi, si je vais à l'hôtel de ville, puis je sais que c'est pas branché aux égouts municipaux, puis ils n'ont pas d'historique, là, je prépare mon vendeur, si je suis inscripteur, ou je prépare mon acheteur, si je suis le collaborateur. Regarde, avant d'aller plus loin, là, on va juste vérifier parce que le système d'épuration de ville, tôt ou tard, puis probablement plus tôt que tard, tu vas devoir le refaire. Tu ne peux pas refaire un système d'épuration des eaux à la même place qu'il était. Le sol est contaminé. Est-ce qu'on a assez de pieds carrés pour le faire? On est assez loin des lacs, des cours d'eau, des puits artésiens, des puits de surface, des sources d'alimentation? Est-ce qu'on est assez loin de la propriété, de la rue? Écoute, il y a des propriétés là où si le système d'épuration des eaux est fini,
tu ne peux plus refaire le système d'épuration des eaux sur la propriété. Tu n'as pas de place pour le faire. Tu fais quoi? Il n'y a pas un moyen de Ça s'appelle une fosse scellée à vidange périodique. Ça, c'est un Winnebago, pas de roue. OK? Hein? Ça, c'est... Il y a une cloche sonne à la maison, là. Puis évidemment, là, tu mets des robinets avec des ressorts. Puis tu mets une petite toilette à chasse d'eau avec débit limité parce que ça s'en va tout dans le réservoir, mais ça ne sort pas de l'autre bord. Fait que là, à un moment donné, fait que là, c'est une taxe. C'est une taxe additionnelle là, que tu as. Je peux vous dire que la valeur marchande de la propriété vient d'en prendre un gros coup. OK? Fait que là, on se remet en contexte. Tu as une belle maison, tu arrives là, les oiseaux, les fleurs, le lac, c'est-tu beau, c'est-tu le fun, c'est-tu fantastique, on achète. Attends un peu, là. Tu achètes une maison 1980, elle était très bien entretenue. Oui, mais ton système d'épuration des eaux, c'est 1980. Oui, il est fini. Puis, c'est pas grave, on le réparera, on va payer moins cher. Es-tu capable de le réparer? Es-tu capable? En principe, la municipalité n'a pas le droit de condamner une propriété, mais elle va te forcer à faire une fausse scellée à vidange périodique. Et ça, c'est l'enfer. Au niveau de la valeur marchande de ta propriété, c'est l'enfer. OK? C'est ça. Fait, dans certains cas, tu peux refaire le système. Si tu as assez de pieds carrés, le sol, la qualité du sol est là, tu peux le refaire. Bon, on va budgéter. Au lieu de vous offrir 300 000, on va vous offrir 280 000. Je garde 20 000 pour faire un écoflow, faire ci, faire ça va. En autant que tu peux le faire. Oui? Ça, normalement, est-ce qu'on peut demander au service d'urbanisme à propos du Ben, système? il était un temps, l'urbaniste, l'inspecteur municipal allait sur le terrain. Ça a l'air bon, d'après moi, mets-la ici, là, puis ça va être pas pire. Mets-la ici, là, puis ton champ, mets-le là. Ton certificat de localisation, va pas trop loin là. Va te mettre un petit piquet rouge là, un petit piquet rouge là. OK, c'est bon, c'est parfait, ouais. OK, viens à l'hôtel de ville, complète le permis, donne-moi 200$, c'est bon. C'est drôle. Je peux-tu vous dire que là, c'est plus ça, là. Hein? C'est plus ça, parce que les assureurs en responsabilité professionnelle qui assurent les municipalités ont tellement payé parce que l'inspecteur s'est planté. Là, tu le fais comme ça. Puis 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, là, ça fout sur ton terrain. Puis tu dis, écoute, là, qu'est-ce qui se passe? Tu appelles l'inspecteur. Ben, écoute, je te l'ai dit de le faire là. Je pensais, je ne savais pas qu'il y avait de la glace, puis que le sol avait ça. Ben, c'est toi qui m'as dit, là, écoute, moi, je ne paierai pas un autre 15 000$ pour faire ça. Puis j'ai plus de place pour le faire. Je suis obligé de le faire. Ça ne marche plus, là. Fait que là, à un moment donné, ils ont arrêté. Ils ont dit, garde, c'est fini. Les municipalités, l'inspecteur municipal ne se prononce plus sur le positionnement, le type, quoi que ce soit. Vous allez rentrer un spécialiste, un ingénieur, un technologue, qui, lui, va aller là. Et donc, le processus a changé. Et c'est lui qui va se prononcer. Lui, il va regarder, il va prendre la galvaniométrie, il va prendre l'échantillon, il va regarder ça, il va l'analyser, il va reprendre ça, il va mesurer, il va faire tout ça. Et lui va dire, oui, tu peux le faire, tu peux pas le faire, puis tu peux le faire ici. Puis il se met sa responsabilité au bac, c'est ça. Et ça vient d'augmenter la facture de 1500$ à peu près. OK? Comme ça. Fait que ça, c'est ça la nouvelle réalité aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler de système d'épuration des eaux. Ouais, c'est ça. Bon, fait que, mais c'est tout ça, là. C'est bien important de regarder ça puis de comprendre que tu peux-tu le faire? Oui, tu peux le faire. Où est-ce que tu peux le faire? Quoi que ce soit. Puis normalement, l'inscripteur devrait vérifier ça. Avant de t'avancer trop loin, là, on a une cabane qui est sur 6 000 pieds carrés, puis il n'y a pas de services municipaux. À Saint-Anne-des-Lacs, c'est un peu ça, là. Et à Saint-Anne-des-Lacs, il y a des terrains qui sont gros comme des teintes, puis ils sont tous cordés. Puis chacun va chercher son eau, puis il épure sur un 6 000 pieds carrés. Tu peux-tu penser là, qu'à un moment donné, là, ça se peut que l'eau que tu boives, elle vient peut-être de ta fosse septique, là, puis, tu sais, puis, c'est... Hein? Celle de ton voisin. Puis là, à partir du moment où ça fait défaut, là, essaie de refaire un autre système d'épuration des eaux sur un terrain de 6 000 pieds carrés, puis il faut que tu sois à tant de distance des voisins, des ci, des ça. C'est impossible. Il y a un minimum, je pense, c'est 32 000 pieds carrés pour avoir un... Les nouvelles normes, oui. Les nouvelles normes, dans les nouveaux lotissements, c'est 3 000 mètres carrés ou ça dépend un service. Ça peut être un 1500 mètres carrés si tu as l'eau. Là, tu as juste l'épuration à ce niveau-là. Sylvain? La personne qui met le break dans tout ça, là, s'il y a des problèmes de conformité, c'est la banque qui finance? Mettons, là, exemple, pour vrai de vrai, là, dans ma vraie vie à moi, j'ai une maison de 1929 avec un genre de champ d'épuration qui en est peut-être pas un tant que ça. Probablement épuisant. Hein? Non, c'est un champ d'épuration, mais il y avait une fosse septique qui coulait, là, c'était dégueulasse. Ouais. Je l'ai changé en cachette il y a 2 ans avec ma pépine. Là. Ouais. J'ai enterré ma vieille fosse en métal, puis je l'ai mis une neuve, là, clean, qui va d'un champ d'épuration non conforme. Ouais. Là, j'ai enterré tout ça. Là.
Mais là, si je vendais ça demain matin, Bon, si tu vends ça, moi, je vais vais à l'hôtel de ville. J'ai fait venir un gars là, pour changer. Mettons que le champ, il va bien, le gars. Ouais. Tout fonctionne depuis C'est bon. 1929. Le premier voisin est à 1 km. Ouais. En théorie, il n'y en a pas. Sauf que si une banque dit qu'il y en a un, j'ai fait venir un gars de champ d'épuration, il m'a dit ah non, je peux pas faire ça là. Là, il me faisait monter des tuyaux par-dessus une demi-montagne. Il me ramenait ça à l'autre bout en arrière de ma grange. On était rendu à 40 000 $. Ouais, c'est ça. 1929, t'as pas une bécasse là-dedans, hein? Dehors, là. Cabane en Mais ta question, c'était quoi? C'est peu. Je mets le break, là. C'est qui sonne une cloche? Ben, tant qu'il n'y a pas de pollution, tant qu'il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, c'est correct. Tant qu'il n'y a pas de dénonciation. Toi, si tous tes voisins sont à 1 km, puis il n'y a personne qui sent que ça sent mauvais, puis il n'y a pas de plainte, ils ne sont pas dans une chasse aux sorcières, à moins que tu sois sur le bord d'un lac, quelque chose comme ça, au bord d'un cours d'eau. Là, ils sont plus sensibles, surtout avec algues vertes, algues brunes, algues ci, algues bleues, là, puis tout ça. Donc, il n'y a personne qui peut faire de la merde avec ça. Les municipalités ne font pas de chasse. C'est un voisin qui déteste. Mais ils ne font pas de chasse aux sorcières. OK? Ils ne font pas de chasse aux sorcières, à moins que tu sois vraiment un endroit qui est très, très sensible au niveau de l'environnement. Là, ils vont prendre l'initiative d'aller te voir. Puis ils vont dire, écoutez, vous êtes sur le bord d'un lac, on va faire un test, là, on va mettre du bleu dans la toilette, puis on va voir si ça se rend jusque dans le lac. Donc, une lettre de tolérance, c'est pas obligatoire. Là. Ben, là, de tolérance, ça veut rien dire. Là, puis il n'y a pas de tolérance. La municipalité, en principe, si ça ne fait pas, il rentre et ils disent, regarde, corrige-moi ça. Puis le cas. S'il reste, il n'y a pas de problème. Par contre, si moi j'achète sa ça, maison, c'est ça. puis j'ai besoin d'une hypothèque, là, il y a un problème. Oui. Ben, c'est-à-dire qu'ils vont vous demander une lettre de conformité. C'est ça. Ils ne vont même pas sur le terrain. Dans bien des cas, ils ne vont pas sur le terrain. Ils disent, écoutez, c'est une maison 1929, on n'a rien dans nos registres, on n'a pas eu de plainte, on n'a rien, mais c'est tout ce qu'on vous dit. Fait que ça, c'est encore une fausse sécurité qui dit absolument rien. C'est rare, à moins que tu dises à l'inspecteur, viens, mais toi, quand tu vas marcher sur le terrain, tu vas dire, oui, c'est bien spongieux, ça dépend à quel temps de l'année que tu vas y aller. C'est bien spongieux, cette affaire-là. Ça sent mauvais, là. Hey, vous avez un problème avec votre système d'épuration des eaux, là. Et bon, peut-être, là, ouais. Ben, toi, tu vas le prendre en considération. Mais s'il faut que tu passes par-dessus une montagne pour le faire, 40 000 $, ben, tu vas peut-être dire, égal, au lieu de t'offrir 300, on va t'offrir 260, tu sais. Hein? C'est ça. À moins que tu dises, j'en veux plus de ta maison. Mais dans un cas de même, alors maintenant, ce cas-là, en fin de compte, je vais voir la municipalité de Wentworth, puis à ce moment-là, je vais obtenir une lettre qui va me dire c'est conforme. Ouais, mais En fait, l'inspecteur, quand elle est là, maintenant, la plupart des municipalités, c'est une autre affaire, ils sont tellement faits pour suivre pour l'émission. Ça dit, écoute, dans nos registres, on n'a pas de plainte, on n'a pas de traces de pollution, mais on n'est pas allé sur le terrain. Puis, ça a été fait conforme, mais en 1980. Et ça, normalement, le courtier prend ça, puis il dit au client acheteur, hey, regarde ça, tu n'as pas de problème, regarde, c'est tout beau, c'est tout bon. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce que c'est peut-être un système qui est en train de mourir ou quoi que ce soit. Si puis le courtier il y en a des courtiers qui ont dormi des acheteurs avec des affaires de même. C'est une lettre qui dit absolument rien. OK? Ça ne dit pas que tu es bon pour un autre 15 ans ou quoi que ce soit. C'est là que ton rôle conseil intervient. Tu dis, écoutez, là, je veux juste que vous compreniez, là. Vous achetez une maison, là, dont le système d'épuration est de l'origine, puis il y a 30 ans. Je peux-tu vous dire par expérience, là, que ça va péter bientôt? Là, on doit absolument envisager la question de le refaire. Ça va coûter combien? Et où est-ce qu'on peut le faire? Puis on a-tu la place pour le faire? Oui ou non? Et ça, les courtiers ne le font pas. Non, mais je reviens ce matin dans le financement hypothécaire, puis là, en fait, ce que j'ai accroché là-dessus, c'est qu'on est dans le Nord. C'est bien sûr qu'on demande ici, le prêteur va exiger un test d'eau plus une lettre de conformité. Mais ce que je te dis, c'est que la lettre de conformité, c'est tout simplement une lettre qui ne dit rien. Parce qu'il n'ira pas sur place, il n'ira pas voir ou quoi que ce soit. Il regarde ses registres, il regarde le dossier. Je n'ai pas eu de plainte. Je veux juste te dire que c'était conforme au moment où je l'ai fait. Quand je l'ai fait, il y a 15 ans, c'était correct. Depuis ce temps-là, moi, je ne peux pas te dire s'il l'a trafiqué, s'il a travaillé avec, si avec sa pépine, il en a fait un autre. Je ne peux pas le savoir. Je ne le sais pas, puis je ne m'engage pas à ça. Okay? Mais cette lettre-là a créé un faux sentiment de sécurité chez l'acheteur parce que les courtiers la prennent et disent, regarde, on a une lettre de conformité. Okay? Fait que plusieurs municipalités aujourd'hui ont arrêté de les mettre. Okay? Ils disent, regarde, c'est ça. Puis là, évidemment, ça pose problème parce que le banquier dit, moi, j'ai pas de lettre, je prête pas. Mais là, de plus en plus, les banquiers disent, ben, tu n'as pas, c'est moins un affidavit comme quoi il n'y a pas de problème. Pas de problème, quelque chose comme ça, tu sais. Ben, pour protéger les parties, tu devrais recommander une inspection par l'inspecteur. Ben, évidemment, l'acheteur, si c'est toi l'acheteur qui achète, hein,
Puis le vendeur te dit, écoute, le système, je l'ai entretenu, je l'ai vidangé à tous les 2 ans, rien que moi, ma femme qui est ici, puis même s'il y a 15 ans, puis il est bon pour un autre 15 ans, je te le dis, il y a quoi que ce soit. Ouais, OK. Bon, on fait faire une vidange, puis je vais demander au gars qui fait la vidange de regarder, puis tout ça. Ça peut être une façon, mais tu sais, à rentrer une caméra, tu peux pas aller avec une caméra. Une caméra dans un champ d'épuration, ça ne marche pas parce que la caméra ne tourne pas les coins à 90 degrés. Tu sais, OK, pas capable d'avoir. Fait que ça. Ben, des fois, ça donne une bonne idée parce que moi, celui qui est venu vider ma fosse septique m'a dit elle vient d'être changée. Fait que parfait quand j'avais acheté ma maison. Oui, mais si tu as dit qu'elle vient d'être changée, c'est parce que tu ne le savais pas. Là. Pourquoi? Moi, je ne savais pas. Je l'avais acheté et je n'avais pas vérifié cet élément-là. Mais il y a eu justement un avis de conformité. Ça veut rien dire. Sauf que quand ils sont venus vidanger, ils m'ont dit que, regarde, oui, mais ça fait pas longtemps qu'elle vient de... Si elle a été changée, en principe, tu n'as pas le droit de changer. Tu n'as pas le droit de faire une installation sanitaire, de faire une installation sans un permis. Fait qu'en allant à l'hôtel de ville, tu ouvres tes dossiers, tu as dit, regarde, l'année passée, on a fait, regarde, j'ai le positionnement de la nouvelle, c'est une fosse en béton, d'une fosse de 850 gallons, elle n'est pas une 4 chambres à coucher, puis l'élément épurateur était fait, il était fait là, regarde, j'ai le plan, tout ça, puis moi, je peux te dire qu'on l'a vérifié, ça, puis ça, c'est conforme. Yes! Là, j'ai quelque chose qui est bon pour un autre 15 ans ou 20 ans, puis c'est bon, c'est solide, c'est une valeur ajoutée à ce moment-là. Vraiment? Fait que là, si la lettre, la municipalité, elle vaut rien, tout fin pratique, ou qu'ils en émettent tout simplement pas, on fait quoi? Ben, il faut que tu repartes de la prémisse. Moi, je vais me fier sur des dates, puis des chiffres, puis tout ça, tu sais. Oui, mais on contracte qui pour savoir si le champ d'épuration, la fosse septique, le champ d'épuration est encore bon, ou est plus bon, ou doit être remplacé? Évidemment, je regarde le vendeur, j'y fais signer une déclaration du vendeur. Dans la déclaration du vendeur, on fait référence à, tu sais, y a-t-il eu des découdements, des ça? Il me répond ça. Bon, premièrement. Deuxièmement, je regarde quel âge qu'elle a. Moi, c'est à partir de 15 ans, là, je commence à me préparer au fait que c'est à refaire, OK? Même à 10 ans, je me dis, bon, 10 ans, si on est dans un sol qui est difficile, 5 ans encore, puis j'ai besoin de le refaire ou quoi que ce soit, fait que moi, ça va être ça. Moi, qu'on me dise, écoutez, on ne l'a pratiquement pas étudié, on l'a vidangé, puis on est bon, puis parfait, ça, mais moi, j'entre avec mes 6 enfants, puis mon jacuzzi, mon bain tourbillon, puis laveuse sécheuse, puis on fait 3 lavages par jour, puis c'est ça. Regarde, les usages changent, hein? Les usages changent. Moi, là, j'ai eu 3 courtiers sur ma maison. Puis c'est ça que j'ai fait. Moi, c'est moi qui ai trouvé le gars. Il m'a fait un prix. J'ai fait changer ma fosse septique en arrière. Il m'a jamais parlé du champ d'épuration. Je connaissais pas ça. J'avais 25 ans. Il s'est pointé chez nous. Il a dit bonjour, c'est moi, Roland les caca. Je dis bon, ben bonjour. Je dis moi, j'ai besoin d'une fosse septique. On est 5. On prévoit de devenir 7. Il m'a dit pas de problème, il est venu, il a creusé un trou, il m'a installé une belle fosse en plastique. Et puis quand j'ai vendu, il n'y a personne qui m'a jamais rien vendu. L'élément épurateur n'a pas été changé? Non. Oui, j'ai construit 2 chambres dans le sous-sol, une nouvelle toilette, et puis la laveuse sécheuse avec des bébés, là, ça swing. Ouais. Fait que... mais là, vous comprenez, aujourd'hui, vous comprenez ce dont je parle. Je me sens un peu mal, mais il y a eu 3 courtiers sur ma propriété quand je l'ai vendu, il n'y en a pas un. Il a dit, time out, il faut qu'on se parle, on va regarder ça. Pas un. Ben, regardez là, je vous le dis, là, la question de la compétence, là, c'est ça. OK? Je pense qu'il y a beaucoup aussi que, tu sais, j'écoute tout ça, puis c'est toutes des belles affaires, mais tout le monde veut vendre un peu, tu sais. Le vendeur veut vendre, le courtier inscripteur veut vendre, le courtier collaborateur, il veut que ça se vende. Tout le monde veut faire son argent, puis au bout de la ligne, c'est l'acheteur qui est là, tu sais, qui n'est pas laissé tout seul, mais tu sais, tu veux, mais tu veux vendre. Quand tu accompagnes l'acheteur, c'est qui ton client? L'acheteur. L'acheteur. Tu dois faire la défense, la promotion de ton client. Ton client, c'est l'acheteur. Tu dois. L'acheteur, il t'a pris, tu gardes. Dis-moi, je suis green là-dedans, là, je connais pas ça, je m'en viens en campagne. Tu es un spécialiste de la campagne. Peux-tu m'aider? Oui, m'a t'aider, tout ça, mais il n'y a pas peur de m'aller au fond, m'a te battre pour toi, il n'y a pas de problème. Tâche tes 2 oreilles. Première chose que tu fais, tu vas pas à l'hôtel de ville, tu vérifies pas ça, tu ne lèves pas. Il y a un paquet de drapeaux rouges qui devrait se lever, en autant que tu as la compétence et tu es capable d'allumer ces choses-là. Hein? Mais moi, une toiture, quand tu es rendu à 20 ans, là, regarde, je veux dire, c'est beau, on l'a. Non, regarde, moi. On l'a protégé. OK? Fait que. Problème de non-conformité. Ça, dans le fond, dans le dossier de la ville, des fois, envoie des avis à l'effet que il y a des choses qui ne sont pas correctes, mais ils ne vont pas plus loin que ça.
Si c'est pas majeur, ils ne font pas corriger. Mais en allant à l'hôtel de ville, tu vas voir qu'il y a telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Et puis, comme ton logement, il y a peut-être un avis qui est envoyé au propriétaire, le propriétaire ne te le dit pas, mais il n'est pas conforme son logement, sauf que la ville n'a pas décidé de débarquer là-dedans, puis condamner, prendre une injonction pour faire les choses, mais il n'est pas conforme. OK? Fait que si tu vas le voir. Consultation de la matrice graphique, qui n'est pas un plan d'arpenteur. Évidemment que la rénovation cadastrale, la matrice graphique, c'est un document qui fait une représentation avec des plans, des dimensions, puis des terrains, puis c'est pas un certificat de localisation, tu ne vois pas les maisons positionnées là-dessus, mais ça te donne une idée. Sauf que c'est pas un plan d'arpentage. Mais de toute façon, aujourd'hui, sur le registre foncier, en lot rénové, vous pouvez imprimer. Votre plan, le plan qui apparaît dans le registre foncier en lot rénové, c'est un document qui est légal, qui tient la route. À ce niveau-là, c'est un plan d'arpentage. Réglementation, les bed and breakfast, les intergénérationnels, les locaux commerciaux. Ça aussi, tu sais, ils disent, regarde, on veut vendre ça en bed and breakfast. As-tu le droit? Le zonage le permet-tu à cet endroit-là? Est-ce que c'est possible? Et puis, ou bien on veut acheter un bed and breakfast, mais il y en a qui font la mise en marché d'un beau bed and breakfast, où ils disent, regarde, si c'est pas un bed and breakfast, ou moi, si je chambre à coucher, puis il n'y a pas de problème, on va le convertir. As-tu le droit de le faire, oui ou non? C'est ça. Est-ce que la famille de courtier résidentiel, mobilier résidentiel, est-ce qu'on peut vendre un bed and breakfast? Oh oh! Ben, ça dépend de ton zonage. Le zonage, le revenu, tu déclaré ou pas déclaré? Là, disons. La plupart des bed and breakfast, quand tu demandes des états financiers, ils n'en ont pas. Hein? Je ne suis pas d'accord. Même que le gouvernement, dans certains cas, il te présume un revenu. Ouais. Tu dois payer d'avance, alors que tu ne sais même pas si tu vas en faire des revenus. Ben, si tu ne fais pas 30 000 par année, il lâche l'affaire. Ouais. Mais, je ne sais pas, bonne question. Il faudrait poser peut-être à l'OACQ qui détermine. Mais c'est qu'est-ce que ça dit? C'est un usage commercial. Dans un bed and breakfast, ce qui va arriver, c'est que le propriétaire se garde peut-être 3 chambres à coucher pour son usage, puis il en loue 2. Bon, à ce moment, on pourrait penser que c'est encore principalement résidentiel, puis que ça passe à ce niveau-là. Est-ce que c'est parce que tu as une chambre que tu loues que tu échappes au champ de résidentiel? Je pense pas. Non, je pense pas. Le règlement, c'est faut que ce soit principalement résidentiel. Alors, s'il y a une portion qui est commerciale, c'est comme un quadruplex. Un quadruplex dont une des unités est un dépanneur, c'est principalement résidentiel. Tu peux quand même le vendre. Du sens, tu peux vendre la bâtisse pareil, là. Et le commerce. Ah ouais? Parce que c'est principalement résidentiel. Mais tu sais, un bed and breakfast, c'est plus commercial. Ouais, mais je pense des fois que tu as 5 chambres, tu en as 4, apprends-tu que c'est pour des invités. Il t'en reste une pour toi. C'est ça. Ouais, mais là, ça c'est peut être principalement résidentiel. C'est la superficie commerciale. C'est la visite, moi, oui, je comprends. C'est ça, mais il va y avoir plus de chambres qui vont être occupées commercialement, qui va louer, dans le fond, qu'il va être utilisé pour son occupation. La maison. Ça dépend combien est-ce qu'il y en a de chambres. S'il y en a 4 puis il y en loue une, puis c'est officiel que c'est ça. Il faut que l'usage soit principalement résidentiel. Si l'usage de la bâtisse comme il y a 4 chambres sur 5 qui sont louées, puis que ta salle à manger se fait envahir par une gang d'étranges tous les soirs pour souper, à un moment donné, c'est peut-être plus principalement résidentiel. Non, c'est une ville très moderne, comme vous savez, ceux qui m'ont. Si vous allez sur notre carte, tout est subdivisé. Tu vas voir H26, C42, puis tu vas voir, puis ça dit H26, tu as droit résidentiel, 2 logements, couette et café. Puis dans l'autre, I22, tu vas voir camping, villégiature, c'est tout super bien décrit. Il y a ça de même, je sais pas vous autres, là, mais. Mais à Wentworth. Mais ça existe ailleurs, ça. C'est bien décrit, dans la grande ville de Sainte-Thérèse. Donc, local commercial, bureau de professionnel, garderie ou quoi que ce soit, un salon de coiffure, un rembourreur dans le sous-sol, des choses comme ça. Usage non permis, exemple, location à court terme, bigénération. Location à court terme, ça pose un problème. À Saint-Sauveur, ça a été une controverse énorme. Parce que il y a un règlement qui n'était pas connu et qui n'était pas appliqué et qui empêchait, dans la plupart des secteurs résidentiels, de faire de la location en moins que 4 mois, je pense, quelque chose comme ça. Et puis avec Internet, aujourd'hui, il y a du monde qui a acheté des belles maisons, puis ils louaient sur Internet, puis ils louaient pour une fin de week-end, ils louaient pour une semaine, ils louaient comme ça. Et puis là, il y a eu un cas. Il y a eu un cas où la municipalité a débarqué parce que
évidemment, le voisin s'est plaint. Le voisin s'est plaint qu'il y avait des parties à côté tout le temps. Puis là, ils ont fait enquête, puis on réalisé, écoutez, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous la louez à moins que 4 mois, c'est pas permis. Il dit que c'est ça, cette affaire-là. Moi, ça fait une éternité que je fais ça, puis c'est quoi? Puis là, évidemment, il est allé en cours, puis ils ont perdu. La municipalité a gagné. Puis la municipalité a commencé à appliquer le règlement sans nécessairement faire une chasse aux sorcières, mais tous ceux qu'elle connaissait, elle les a avisés. Mais nous autres, on avait vendu des propriétés à des acheteurs-investisseurs qui disaient « Hey, Saint-Sauveur, c'est bien hot, il y a bien du monde qui veut louer. Moi, j'ai un site Internet, mon fils est programmeur, il m'a fait un site web avec des belles photos, puis on loue ça à distance, puis ça marche tout seul, puis tout ça. Là, ils ont acheté des propriétés, puis là, du jour au lendemain, là, ça ne marche pas. Hein? Ça aurait été peut-être le bon qu'on ait à l'hôtel de ville, qu'on ait vérifié ça d'avance. Parce que... Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils remettent la maison en vente, mais des fois, ils ne te prennent plus à ce moment-là. Parce qu'ils ne sont pas contents de toi. Droit acquis, possibilité de reconstruire ces sinistres, ça c'est un autre élément très important. Très important. S'il arrive un sinistre à plus que 50 on peut-tu reconstruire? Il est-tu en droit acquis ou c'est quoi exactement? Ça peut avoir une grosse incidence à la valeur marchande de la propriété. Détermination des zones inondables, obtention d'une dérogation mineure. Il existe un processus par le fait que si tu es non conforme à un règlement, à un article du règlement de la municipalité, et quand tu parles non conforme, disons que la maison a été mal positionnée, puis les marges latérales devaient être de 4 mètres, puis on était à 3 mètres, point 90, puis c'est ça, là, il est non conforme. Et là, il y a une possibilité de régulariser ça. La municipalité, le gouvernement du Québec a mis un processus d'avant. Ça ne se fait pas instantanément. Ça prend 3-4 mois. Puis c'est sujet à l'approbation de la municipalité et sujet à la consultation des riverains. Fait que si tu es un voisin et tes 12 voisins autour taillissent pour te tuer, ils vont aller signer le registre, ils vont s'opposer à ça, puis ça va empêcher le changement, puis tu n'auras pas le choix à ce moment-là. T'sais. Mais il y a des façons de le faire. Ça coûte 300, 400, 500 $, puis ça prend 3 mois, c'est publié dans le journal, puis c'est ça. Et là, quand tu obtiens ta dérogation mineure, ça veut dire que tu es à 3,90 au lieu de 4, mais c'est correct, puis c'est parfait, puis c'est coulé dans le béton pour toujours, à ce moment-là. Ça, c'est en vertu du règlement municipal. C'est pas des vues illégales. Des vues illégales, c'est le code civil, là, puis ça, tu ne peux pas corriger ça, à moins d'avoir des servitudes, des servitudes avec le voisin à ce moment-là. C'est le voisin qui est concerné. Oui? Ben, juste un bémol. Nous, on vient de le faire. On est en train de faire une intergénération, moi et mes parents, puis à Blainville, puis on a demandé une dérogation pour pouvoir construire plus près de la limite du terrain de la ville. Et puis, c'est vrai que les voisins pouvaient refuser, mais ils devaient avoir quand même des motifs? un motif sérieux et un motif raisonnable. Si c'est juste parce que ça ne tente pas, ben, il fallait qu'il y arrive avec une bonne raison. Ouais. Puis ça a coûté 1 000 $. Oui, 1000, c'est ça. Qu'est-ce qui a coûté 1 000 $? Mais vous l'avez eu? La dérogation. Vous l'avez eu? Oui, on l'a eu. Ouais, c'est ça. C'est bon. Mais la municipalité, il ne faut pas prendre pour acquis que la demande de dérogation mineure est automatique. Hein? Parce que des fois, la municipalité dit, garde, tu ne peux pas mettre ton garage dans l'emprise, puis tout ça, puis lui, il retourne là, puis il le fait, puis après ça, il retourne, puis il cogne à la porte, puis il dit, garde, on te l'avait dit de ne pas le faire, puis tu l'as fait pareil. Tu n'auras pas de dérogation mineure à ce moment-là. Tasse ton garage, démolis-le, fais quelque chose, mais il n'est pas question. Puis, dans les cas de non-conformité, tu peux peut-être avoir une assurance titre. L'assurance titre, ça ne corrige pas le problème. Sauf que ça va t'indemniser si jamais la municipalité débarque et elle dit, écoute, ta piscine a été coulée, ta piscine coulée, là, ils vont dire comment ça coûte tasser la piscine, ou comment ça coûte pour la démolir puis en construire un autre ailleurs, ou c'est quoi la perte de valeur de la propriété si tu n'as plus de piscine, des choses comme ça, ils vont intervenir, mais ils ne corrigeront pas le problème à ce moment-là. Hein? Mais si l'assureur titre est au courant que la municipalité puis le contribuable sont en guerre, quoi que ce soit, ils ne l'assureront pas. Okay? Ils ne l'assureront pas. Eux autres, là, quand c'est clair que eux autres, ils assurent un risque. Ils analysent le risque, puis quand ils voient que le risque est trop grand, ils n'embarquent pas dedans. Ils ne vont pas, à ce moment-là. Le terrain vacant est-il bâtissable? Et qu'en est-il de l'épuration des eaux usées? Il ne faut pas prendre pour acquis que tous les terrains sont bâtissables. Hein? Il peut y avoir des terrains où finalement le sol n'a pas la capacité d'installer un système d'épuration des eaux, où il n'y a pas d'eau. Hein? À Saint-Sauveur, je peux vous montrer, là, on va aller en auto sur un beau chemin pavé, on va monter en haut, là, on va arrêter le char, là, je vais vous montrer à la vue, là, vous allez dire, oh, que c'est beau, oh, que c'est beau, c'est extraordinaire, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Pas d'eau. Pas d'eau. Combien ça vaut un terrain, pas d'eau? Ça vaut pas grand-chose. Hein? Hein? Écoute, l'eau, là, c'est essentiel. Essentiel. Il y a des secteurs, des sommets de montagne, on n'est pas capable d'avoir de l'eau. Pas capable d'avoir de l'eau. Ils vont te donner le terrain, OK? C'est ça. Hein?
Saint-Anne-des-Lacs en montant, du côté gauche en montant, le Mont-Saint-Anne, là. Ça, là, à toute fin pratique, c'est comme un gros milkshake, là. Puis chaque propriétaire, il y a une paille. Puis il y a de l'eau, elle est là, l'eau, OK? Et puis là, à un moment donné, là, ils sont tous en train d'essayer de tirer de l'eau de ce réservoir-là. Et puis à un moment donné, il vient tailler. Et là, c'est l'enfer parce que l'eau est un problème. L'eau est un problème. Il y en a qui s'équipent avec des pompes qui fonctionnent 24 heures par jour. Et ils prennent l'eau, ils mettent ça dans un gros réservoir, dans la maison. Puis le réservoir, à ce moment-là, quand tu prends ta douche, bien, c'est certain que tu n'auras pas assez, mais tu n'as assez d'accumuler, que tu es capable de prendre ta douche. Mais fais attention. Puis les maisons de 400, 500, 600, 700 000, mais pas d'eau. On a vendu des propriétés, là, entre autres à Montréal, c'est un jeune couple, là. Le rêve. Ils sont arrivés là, ils t'ont fait une cabane, pas à peu près. Le rêve est devenu un cauchemar. Pas d'eau. Là, ils sont arrivés, eux autres, ils ont dit, gars, vends-la de même. Vends-la de même, nous autres, on n'en veut pas, il n'y a plus question. On est écœurés, on s'en va, on ne veut plus rien savoir. Comment tu vends ça à une maison qui n'a pas d'eau? Hein? Tu peux te dire qu'au niveau de la valeur marchande, là, ça en a pris un coup. Il y a quelqu'un qui est arrivé là, qui dit, moi, je l'assume le risque. Il a peut-être fait des études, il a peut-être des connaissances, il l'a acheté, puis il a trouvé de l'eau. Il a trouvé de l'eau. Il a fait un hold-up. Il a acheté une cabane, une maudite belle cabane. Mais eux autres, pourquoi il l'a trouvé, puis personne d'autre l'en trouvait? Je ne sais pas s'il a creusé plus profond, je ne sais pas ce qu'il a fait, quoi que ce soit. Je ne me souviens pas c'était quoi, mais on l'a vendu à la propriété, puis apparemment, il l'a trouvé. OK? Fait que vous voyez qu'à l'hôtel de ville, il y a un paquet d'informations. C'est beaucoup d'éléments. Hein? Détermination s'il s'agit d'un aqueduc privé ou d'un aqueduc chemin privé, des coûts, ça dit l'obtention d'un permis pour l'agrandissement et nécessité de cadastrer, les frais de parc, un terrain grand que vous voulez lotir, subdiviser, la municipalité est en droit d'exiger, dépendamment de la municipalité, une compensation, soit une compensation en aire verte. Fait que si tu as un grand terrain, que tu fais un développement, que tu fais des petits terrains, que tu fais des rues, tout ça, ils peuvent dire, regarde, tu vas me donner des aires de parc. Ou, dans ce secteur-là, ils disent, nous autres, on a assez de pieds carrés, de verdure ou quoi que ce soit, tu vas me le donner en argent. Et ça va être un pourcentage de l'évaluation municipale. OK? Et ça peut être des montants assez énormes. Et donc, je te vends mon grand terrain, puis il est tout excité, il a un beau grand terrain, puis finalement, il va à l'hôtel de ville parce qu'il veut le subdiviser. Pour lui, c'est ses 2 enfants. Puis là, frais de parc. Et là, c'est 10 000 $. Ah, là, je viens d'augmenter le prix de vente de 10 000 $. Il ne savait pas, il n'est pas content, mais il y a les propriétaires maintenant, c'est plus mon problème, quoi que ce soit. Mais tu sais, ça, c'est des informations que vous voulez vérifier avant. T'sais. Fait que comme acheteur, vous allez à l'hôtel de ville. L'égalité des logements, bachelor, illégal, parce que bricolé fin de semaine sans aucun permis. Obtention de documents, lettre de conformité des installations sanitaires, copie des permis. Ça, c'est tout ce que vous allez avoir. Emplacement de la fosse septique, du puits artésien, lettre de non-conformité, lettre de dérogation, certificat de localisation, plan de cadastre et ou d'architecte, corrélation de la capacité des installations sanitaires et le nombre réel de chambres à coucher. C'est ça qui détermine, finalement, c'est ça qui détermine si votre... c'est ça qui détermine la grandeur de votre chambre à coucher. Hein? Ce n'est pas le nombre de toilettes que vous avez dans une maison, c'est le nombre de chambres à coucher. Le ministère a d'environnement a décidé que la capacité du système d'épuration des eaux est fonction du nombre de chambres à coucher. Okay? C'est comme ça qu'ils font. Fait que là, tu peux avoir une grande chambre à coucher, puis avoir... mais en principe, les chambres à coucher, c'est tant de standards, puis c'est le nombre de chambres à coucher. Fait que si tu bricoles des chambres additionnelles, puis tu as un système pour 3 chambres, puis tu as 5 chambres, ça ne marche pas. Hein? C'est ça. Émission de permis pour enseigne, dans certains cas. Existence de subventions, le cas échéant, preuve de vidage de la fosse septique. De plus en plus, les municipalités commencent à être de plus en plus sévères. Et certaines municipalités le sont depuis longtemps. La municipalité de Saint-Anne-des-Lacs, c'est une municipalité qui, évidemment, son nom le dit, Saint-Anne-des-Lacs. Et les lacs sont tous des lacs de tête. C'est des lacs... je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Saint-Anne-des-Lacs. Vous quittez l'autoroute, puis vous montez. Saint-Anne-des-Lacs est à la hauteur du sommet de Mont-Saint-Sauveur, de fin pratique. Fait que par rapport à Saint-Sauveur, Saint-Anne-des-Lacs est très haut. C'est des lacs qui sont fragiles parce qu'ils sont alimentés par des sources. Et Saint-Anne-des-Lacs a voulu s'assurer que ces lacs-là, la qualité de l'eau était préservée. Et donc,
Puis il n'y a aucun système d'épuration des eaux central, égouts municipaux, rien. À Saint-Anne-des-Lacs, oubliez ça. Fait que là, ils ont commencé à être très sévères depuis longtemps, à exiger la vidange de la fosse septique, exiger que ça, on fait des tests pour la coloration, juste pour voir si finalement ça allait jusque dans le lac. Puis là, à ce moment, ils disaient, regarde, change-moi ton système d'épuration des eaux. Parce que toute la valeur marchande des biens dépend de la qualité de l'eau. Hein? Dans le fond, là, si tu décides de mettre quoi donc? Sur ta pelouse, tu mets des herbicides et des choses comme ça. Évidemment, tu as une très belle pelouse, c'est très beau, mais le lac en avant de chez vous, là, il est contaminé, puis la valeur marchande de ta propriété, parce que le lac est contaminé, vient de planter. Fait que tu as un choix à faire. Tu as l'air les pissenlits, mais tu vas avoir un beau lac, puis ta valeur marchande va être là. OK? Le cas échéant, certificat au dossier, depuis 2003, même chose, tu ne peux pas faire un forage de puits artésien sur la propriété sans avoir un permis. Avant ça, ce n'était pas le cas. Tu pouvais creuser n'importe où, la municipalité n'avait aucun registre, aucun record de ça. Maintenant, tu ne peux plus le faire. Nouveauté pour creuser un puits, un permis émis par la municipalité est requis. Nouveauté depuis janvier 2005, pour la réfection des installations sanitaires, documents et la proposition doivent être effectués par un ingénieur ou un technologue. C'est ce que je vous disais. Parce que les municipalités sont trop faites pour suivre à ce niveau-là. OK? Rappel, le compte de taxe est un document public. Confidentialité des adresses postales, ça c'est une autre affaire. Vous faites de la prospection, et puis évidemment, il y a une belle propriété, puis vous voulez savoir qui est le propriétaire. Dans certaines municipalités, à cause des règlements provinciaux, ils vont te donner le compte de taxe, mais ils vont t'empêcher d'avoir l'adresse postale du client. Et si le client n'habite pas là, ça pose problème, parce que là, il faut que tu trouves d'autres façons de trouver le client à ce moment-là. OK? Canada 411 ou le registre foncier. Évidemment, à Blainville, il n'y a pas de problème parce qu'en principe, l'adresse de la propriété, c'est l'adresse du compte de taxe, c'est l'adresse où il habite. Mais dans le nord, en milieu de villégiature, si c'est un résidence secondaire, tu vas essayer de le rejoindre ou quoi que ce soit, tu n'es pas capable de le rejoindre parce que tu n'as pas son adresse. Ben là, c'est le numéro cadastral, le registre foncier, tu vas avoir le nom du. Oui, mais s'il a acheté il y a 25 ans, peut-être ta maison à Montréal, il a vendu 3 fois. Puis non, mais tu as un peu de recherche à faire, là, potentiellement. Là, ça se trouve. Oui. D'accord. Obligation pour le courtier, à titre de conseiller, d'adresser avec son client la question de l'âge ainsi que l'espérance de vie du système d'épuration des eaux usées. Hein, ça, on en a parlé. Pose de pancarte à vendre. Ça, en principe, le règlement municipal, dans toutes les municipalités, vous permet de poser une pancarte sur le bien immobilier que vous avez à vendre, d'une dimension réglementée. Et là, dans le Nord, là, il y en a qui en mettent à la sortie 60 de Saint-Sauveur. Là, tu tournes ici au devant de Tim Hortons, t'en mets là, t'en mets là, t'en mets là. Il y a 72 enseignes pour se rendre à la propriété. Ça, on appelle ça de la pollution visuelle. Et la plupart des municipalités, maintenant, de plus en plus, les enlèvent et t'appellent pas pour te le dire. Ils disent, regarde, si tu ne connais pas de règlement municipal, c'est pas mon problème, quoi que ce soit. Planter juste des poteaux d'Hydro-Québec, puis t'as pas là de le faire. Certaines municipalités sont peut-être plus tolérantes que d'autres, quoi que ce soit, mais tu arrives à une intersection, tu vois 3 pancartes de Remax, 2 de Capital, 3 de Sutton. Écoutez, mettez-en rien qu'une flèche. Dites au client maison à vendre, ça vient de s'atteindre, il n'a pas besoin de mettre tout le monde, là. Tu sais. Directionnel non conforme. Consultez les sites Internet des municipalités. Évidemment, les sites Internet des municipalités, il y a beaucoup d'informations. De plus en plus, les municipalités, là, ils sont tannés de donner du papier, puis imprimer du papier, de donner des clients. Fait que vous avez ça à ce moment-là. Plusieurs informations. Le courtier immobilier professionnel doit être informé et ou au courant de l'activité immobilière des municipalités dans lesquelles il travaille. Il doit être en contact continu avec les départements d'urbanisme afin de connaître les tendances, les projets, les enjeux municipaux. Contrôle et prohibition des vieux poêles à combustion lente. À Montréal, je pense qu'aujourd'hui, un poêle à combustion lente à Montréal, c'est plus toléré, là, je pense, hein? À cause de la pollution. Là. Ben, c'est pas que ce qui est déjà là, et tu peux encore il y a un droit acquis. C'est un droit acquis, mais la minute. Mais je pense pas. Pas sûr. Je pense Ça pas. dépend des Pas plans. sûr. Ben, je sais pas. Parce qu'il y a des choses à Bagueule, dans le Mont-Royal, puis c'était prêt un système de ventilation. Si tu fais des pizzas au four à bois, là. Le du portugais. Oui. Ouais, non, on parle résidentiel, là, peut-être. Non, mais même ça. Même ça. De toute façon, ça serait vérifié.
On termine. Environnement, nouvelles exigences concernant les bords de lacs et bords de rivières, zones inondables, protection des rives, utilisation des pesticides. Fait que, écoutez, longue histoire courte, je veux juste vous alerter au fait que l'hôtel de ville contient beaucoup d'informations qu'un professionnel de l'immobilier doit savoir et doit connaître. Et donc, quand vous prenez une inscription, passez par l'hôtel de ville, allez voir ça. Ça va vous annoncer si vous avez un beau listing ou pas un listing intéressant. Ça va vous épargner énormément de temps. Vous allez savoir où vous allez aller puis poser des questions. Évidemment, signez le contrat de courtage. Puis là, on ne s'énerve pas. On peut le mettre non au service interagence tout de suite. Je n'ai pas l'impression de rentrer sur la MLS dans 5 jours. Et puis là, on respire tout par le nez. Je ne mets pas ma pancarte tout de suite. Là, je fais mes vérifications. Là, je fais toutes les recherches puis tout ça. Puis là, à un moment donné, là, je me sens solide. J'ai tout fait. Je sais exactement ce qu'il y en est. Puis on a fait une intervention home staging. Le photographe est passé. Les maisons sont belles. La description est belle. Tout ça. Là, on rentre puis on fait wow avec. C'est ça qu'il faut faire. Hein? C'est ça. Est-ce que ça va? Oui. Oh oui. Allez-vous? T'as ton voyage? Hein? Bonne journée. Ouais. Ben, on termine parce que je termine à 3 heures. Je ne commencerai pas un autre sujet. Merci, bon week-end.